Sens public continue dans cette émission. On veut, vous le savez, vous informer sur le contenu, les propositions des candidates et des candidats à la présidentielle. Et chaque jeudi, on choisit un grand thème. Aujourd'hui, c'est l'école. Demandez le programme. L'école, c'est structurant, souvent clivant dans une campagne, un moyen pour les candidats de se distinguer. Avant d'en débattre, les propositions les plus marquantes résumées par Cécile Sixou. Si Marine Le Pen n'a pas encore dévoilé son programme, les autres candidats déclarés, eux, s'accordent tous sur un point. Il faut donner plus de moyens humains et financiers à l'école. Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon proposent de recruter des enseignants, 65 000 sur 5 ans pour l'écologiste, 60 000 pour le candidat LFI. Ils proposent également une hausse des salaires, comme la candidate socialiste Anne Hidalgo. Elle souhaite élever la rémunération d'entrée des professeurs des écoles au même niveau que celui des cadres. Ces professeurs des écoles démarrent leur grille indiciaire, leur carrière à 1 700 €, alors qu'ils sont Bac plus 5, qu'un Bac plus 5 en France est recruté environ autour de 2 300 € en début de carrière. Donc on amène à ce niveau de recrutement. À droite, Valérie Pécresse et Éric Zemmour défendent eux les valeurs d'une école républicaine. La candidate LR propose de rétablir l'ordre en poursuivant systématiquement des élèves ou parents qui agressent des professeurs. Elle défend également le passage d'un examen d'entrée en 6e avec des classes de remise à niveau et la mise en place d'une réserve éducative. Je veux aussi m'appuyer sur une réserve éducative nationale, comme il y a une réserve de la gendarmerie nationale. Réserve éducative nationale que je vais créer, que je vais rémunérer pour accompagner l'aide aux devoirs et le soutien scolaire. Éric Zemmour prône lui le retour de la blouse à l'école et du latin et du grec en 6e. Quant à Emmanuel Macron, qui n'est toujours pas officiellement candidat, il vante ses réformes comme la scolarisation obligatoire à 3 ans et le dédoublement des classes en ZEP, de CP et de CE1. Il pourrait proposer une réforme du collège. C'est en tout cas ce que défend son ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Demandez le programme. Quelle école pour demain? Débat 100% politique avec Nathalie Elimas. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'éducation prioritaire. Laure Darcos, bonsoir. Sénatrice Bonsoir. LR de l'Essonne, vice-présidente de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication ici au Sénat. Yannick Trigance, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national d'éducation au PS, conseiller régional d'Île-de-France et membre de l'équipe éducation d'Anne Hidalgo. On a également avec nous en visioconférence en duplex Jean-Frédéric Poisson, qui est président de VIA, la Voix du Peuple et porte-parole d'Éric Zemmour. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. À vous aussi. Évidemment, Laetitia Krupa est restée à mes côtés. Alors, ce que je vous propose dans ce débat, c'est de m'appuyer sur les principales propositions. Alors, c'est assez subjectif, c'est des choix que nous, on a fait à la rédaction de vos candidats. C'est vrai qu'on est également dans l'actualité, puisqu'il y a de nouveau une grève des syndicats d'enseignants aujourd'hui, grève relativement peu suivie, 9% de profs mobilisés. On va sortir de cette actualité, sortir des débats autour du protocole sanitaire, vraiment pour entrer dans les propositions. On va aussi s'appuyer sur des réactions. Et une première réaction, tiens, celle de l'écrivain Éric Orsena. Il participait hier à l'Agora de l'éducation, ici au Sénat. Il parle de l'ascenseur social détraqué. Les termes qu'il emploie, c'est une assignation à résidence. Ce qui, au-delà de la question de l'inégalité, qui est un des mots que je vois partout en France, pire que l'inégalité, c'est le manque d'espérance. On sait en naissant qu'on n'a pas le droit à l'espérance, dans l'immense majorité. C'est-à-dire qu'on est assigné à la résidence sociale. Et ça, c'est absolument insupportable. Et évidemment, comme vous l'avez dit, on attend beaucoup de l'école. On attend de l'école qu'elle nous sorte de ça. Et ce n'est pas du tout évident que la voie du mérite soit aussi ouverte qu'autrefois.
Nathalie Elimas, je commence avec vous. Évidemment, Emmanuel Macron n'est pas encore officiellement candidat, donc on est plus dans le débat que dans les propositions. Mais vous, si vous faites un bilan sur ce point particulier, réparer l'ascenseur social, qu'est-ce que vous mettez en avant? Alors déjà, je vous remercie effectivement de rappeler que je suis ce soir dans une position un peu singulière, puisqu'en effet, Emmanuel Macron est président de la République et n'est toujours pas déclaré. Et donc, nous allons débattre des propositions portées par vos candidats. Et moi, effectivement, je serai davantage sur le bilan. Mais en tout cas, pour réagir à ce petit passage d'Éric Orsena, voilà. Oui. Le secrétariat d'État dont j'ai la charge a été créé en juillet 2020 sous l'impulsion du président de la République, par la volonté également bien sûr de Jean-Michel Blanquer, et c'est la première fois quand même sous la Ve République qu'il y a un secrétariat d'État dédié à l'éducation prioritaire. Et ma boussole, depuis bientôt presque 2 ans, 1 an et demi en tout cas, c'est vraiment l'égalité des chances et de lutter contre toutes les inégalités bien sûr éducatives, mais aussi les inégalités sociales, et j'ai déployé en ce sens beaucoup de politique publique. Mais quel bilan vous faites? Le bilan de l'éducation prioritaire, vous voulez dire? S'il y a une mesure que vous voulez faire ressortir. Le dédoublement des classes. Le dédoublement des classes de CP et de CE1. Alors, c'était une promesse du candidat Emmanuel mais absolument, mais bien évidemment. Je ne dis pas qu'on n'a jamais travaillé l'éducation prioritaire avant la création de ce secrétariat d'État. Jean-Michel Blanquer, en arrivant, effectivement, a dédoublé les classes de CP et de CE1. Moi, j'ai poursuivi son action en dédoublant les classes de grande section. Ça, c'est, si vous me demandez, une mesure vraiment sur les inégalités éducatives. Et sur les inégalités sociales, j'en ai une autre qui est très forte, c'est la distribution des petits déjeuners gratuits à l'école. Et là, on est à la fois sur de l'éducatif et on est également sur une jambe très sociale, et je crois que ça répond en partie à la remarque d'Éric Orsena. Alors, je vais reprendre effectivement cette mesure de dédoublement des classes de CP et de CE1. Lord Darcos, vous le mettez au crédit du quinquennat d'Emmanuel Macron et de Jean-Michel Blanquer, parce qu'il est ministre de l'Éducation depuis le début du quinquennat. Oui, tout à fait. Enfin, je pense que même certains prédécesseurs l'ont rêvé de le faire. Simplement, ce n'est pas partout. Et on en aura vraiment les conséquences que quand ces enfants-là seront arrivés en 6e et qu'ils auront en effet acquis ces fameux fondamentaux. C'est pour ça que ma candidate propose un examen avant l'entrée de la 6e. Bien évidemment qu'on apprend mieux à 30 qu'à 15 qu'à 30. La seule chose, c'est qu'on reste encore dans tous justement l'éducation prioritaire, donc les REP et REP+, enfin c'est des acronymes un peu compliqués. Pas être trop technique. Les réseaux d'éducation prioritaire. Moi je vois, il y avait une autre initiative qui est restée au milieu du gué et que j'ai pourtant beaucoup poussée, qui était les cités éducatives. En fait, par exemple, je prends l'exemple de mon département, l'Essonne, ont été cataloguées cités éducatives les mêmes villes qui étaient déjà des réseaux d'éducation prioritaire. On redonnait encore plus de professeurs, plus de moyens à ces mêmes villes. Vous avez toute cette frange de villes moyennes, ce qu'on appelle la banlieue, en fait, la suburbaine, en fait, où là, on ne leur donne pas les moyens, où ils ont encore des classes extrêmement surchargées, et donc pareil en CP, CE1, de la même façon, avec peu de moyens, peu de possibilités de trouver des profs remplaçants. On y reviendra peut-être, mais la mesure phare de Valérie Pécresse, c'est de redonner beaucoup plus d'autonomie à tous les chefs d'établissement, à tout niveau de l'éducation, primaire et secondaire, pour qu'ils aient beaucoup plus la latitude de retrouver des vacataires ou des profs remplaçants proches de chez eux, et qu'il n'y ait pas cet absentéisme qui est encore extrêmement fort dans certains coins. Et c'est ces cités éducatives, chez moi, j'avais notamment 2 villes, Sainte-Geneviève-des-Bois et Saint-Michel-sur-Orge. Ce sont des maires de couleurs politiques différentes qui voulaient faire ce projet de cité éducative, qui n'ont jamais pu, pour l'instant, encore avoir ce label, qui était vraiment un projet qui permettait de replacer les écoles dans l'environnement communale et départementale pour que les élus locaux, les parents et les professeurs, les équipes pédagogiques puissent travailler ensemble. Donc, on est resté là-dessus un peu au milieu du gué. Alors, voilà, c'est un peu... bien entendu, bien compris. Yannick Trigans, quel bilan vous faites? On est pour l'instant sur le bilan de l'action d'Emmanuel Macron et de son ministre de l'Éducation, notamment toujours sur cet enjeu de mobilité sociale, d'ascenseur social. Tout d'abord, si vous le voulez bien, sur la question du dédoublement, j'ai publié il y a peu de temps une tribune dans un quotidien du soir. Monsieur Blanquer, lorsqu'il était arrivé en responsabilité, avait indiqué
dès le départ qu'il ne changerait pas forcément tout ce qui existait. La réalité, malheureusement, a montré, et l'exemple du dédoublement des CP et des CE1 est un excellent exemple, puisqu'il existait un dispositif antérieur, qui était le dispositif plus de maîtres que de classes, plébiscité par les équipes pédagogiques, et qui a été, d'un trait de plume, rayé par le ministre Blanquer pour installer le dédoublement du CP-CE1. Je précise aujourd'hui d'ailleurs, les premiers éléments sur les dédoublements de CP-CE1 n'indiquent absolument pas un impact positif sur la réussite ultérieure des élèves. Deuxième élément, c'est que d'un point de vue budgétaire, environ 7800 postes ont été pris sur le second degré, dans les lycées, et notamment dans les lycées professionnels, qui sont en grande souffrance, pour pouvoir mettre en place ces dédoublements CP-CE1. Troisième élément, c'est la formation des enseignants. J'ai été dans une autre vie inspecteur de l'éducation nationale, et on n'enseigne pas à 30, comme on enseigne à 25, à 20 ou à 12. Or, c'est la raison pour laquelle on a accompagné les enseignants. Or, que s'est-il passé dans la mise en place du dispositif? C'est que ce sont des enseignants donc sans formation qui se sont retrouvés dans des classes à 12 et on voit donc que... Non, mais on ne peut pas tout dire. Je vous ai pas coupé, Madame Lima, je vous ai pas coupé. Je vais vous répondre. Ça veut dire quoi, des enseignants sans formation? Ça signifie que des enseignants sans des pratiques de classe, encore une fois, et tous les rapports de l'inspection le montrent, mais on n'enseigne pas à 12 comme on enseigne à 30 ou à 25. Donc on voit qu'il y a... Ici, on se dit ça va être plus facile d'enseigner à 12 qu'à 30 ou à 25. Oui, mais c'est pas... mais on n'enseigne pas de la même manière. Bon, okay. Et juste une dernière chose, donc pour répondre à votre question, il y a eu un effet d'annonce pour pouvoir agir rapidement. Reste maintenant les sur l'efficacité, juste sur l'efficacité. Ensuite, oui, sur l'efficacité, moi je peux vous dire, je fais des déplacements toutes les semaines, 2 fois, 3 fois. C'est un plébiscite des professeurs, des familles et des élèves. Et on voit, à l'inverse de ce que vous avez dit, Monsieur Trigance, déjà les résultats dans les classes. Les premières cohortes de CP, CE1 dédoublés sont aujourd'hui en classe de CM1 et de CM2 et les résultats sont déjà perceptibles. Et je vous le dis à l'appui d'éléments très factuels et objectivés, ce sont les évaluations nationales que nous faisons passer chaque année à nos élèves et qui montrent qu'il y a un progrès et que l'écart se resserre entre nos élèves en éducation prioritaire et en dehors de l'éducation prioritaire. Alors, je donne la parole maintenant. Je pense que vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord sur les résultats et les premiers résultats du dédoublement des classes. Donc, on a entendu les arguments à l'un et à l'autre. Je voudrais entendre maintenant Jean-Frédéric Poisson avec notamment cette phrase de votre candidat Éric Zemmour. Il dit que l'école a été laissée aux mains des pédagogistes depuis 40 ans. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ce qui a été fait dans l'école, à beaucoup de niveaux en tout cas, enfin, le modèle qui a été promu et parfois même imposé, relève d'une philosophie selon laquelle l'élève se construit tout seul et qu'en définitive, l'enseignant a un rôle presque connexe ou, pour ne pas dire accessoire, dans l'acquisition des savoirs. C'est ça que ça veut dire. Et enfin, je pense que si les grands pédagogistes qui avaient encore pignon sur rue il y a longtemps, M. Mérieux étant leur chef à tous, ne contrediraient pas cette définition. 2 choses me frappent dans notre échange. La première, c'est la force de la phrase d'Éric Orsena tout à l'heure. Moi qui ai été un décrocheur scolaire extrêmement énergique et tout à fait performant, je sais pourquoi et comment j'en suis sorti. J'en suis sorti grâce à l'énergie de mes parents qui n'ont jamais cessé de me soutenir et grâce à l'énergie et à la détermination de mes professeurs qui étaient déterminés à m'apprendre les fondamentaux du savoir, à me faire progresser dans l'acquisition d'une culture et qui ont toujours considéré qu'ils avaient davantage de choses à m'apprendre que moi à apprendre tout seul. Et la deuxième chose qui me frappe, c'est que, et je comprends très bien l'organisation de votre débat, d'ailleurs je vous remercie de votre invitation et je salue nos convives, c'est qu'au fond, ce qui manque dans notre débat sur l'éducation, c'est de se mettre d'accord sur ce à quoi ça sert. Et j'ai l'impression que nous ne sommes pas tous d'accord sur ce à quoi ça sert. De notre point de vue, du point de vue d'Éric Zemmour et du mien, le premier rôle de l'école, quel que soit le niveau auquel on apprend, auquel on assiste, c'est l'acquisition de l'autonomie par le savoir. Et c'est-à-dire que c'est comme quand on apprend la musique. Comme élu local, j'ai été responsable d'un conservatoire de musique. Vous ne pouvez pas décemment apprendre la musique et puis, d'une certaine manière, y progresser tout seul. Et ensuite apprendre par vous-même si vous ne l'apprenez pas dans un certain ordre, avec des figures imposées,
un peu comme au patinage artistique. Et c'est la maîtrise de ces figures imposées qui vous donne ensuite la possibilité de briller dans des figures libres. Je ne crois pas dans cet objectif prioritaire et exclusif de l'école qui consisterait à former des citoyens, ça n'est pas le rôle de l'école. Je ne crois pas non plus dans le discours qui est très libéral, beaucoup trop à mon goût, qui consiste à dire que le rôle de l'école, c'est de favoriser l'insertion professionnelle, ça viendra plus tard et ailleurs. Je crois qu'on s'insère dans la société, on peut réussir, on peut s'intégrer, on peut s'épanouir, si et seulement si on apprend les moyens d'apprendre tout seul. C'est ça qui me frappe le plus dans notre échange. Les savoirs fondamentaux. Les savoirs fondamentaux. C'est ce que vous mettez en avant, c'est ce que Éric Zemmour met en avant, c'est aussi ce que Valérie Pécresse met en avant. Et puis, enfin, très honnêtement, enfin, je ne suis pas polémiste en général, mais je pense que nos amis ici présents disent la même chose. Ce discours, on l'a depuis toujours, les fondamentaux, apprendre à lire, écrire, compter. Et respecter autrui. On a toujours voulu, alors respecter autrui, on pourra y revenir, parce qu'il faut aussi respecter ses professeurs. Et ça a été un peu plus compliqué, je pense, dans ce quinquennat, avec à chaque pas de vague et le fait que les professeurs se sont peut-être sentis pas forcément soutenus comme il fallait. Mais en tout cas, concernant les fondamentaux, bien évidemment, c'est important. Moi, je rappelle que Nicolas Sarkozy, en son temps, avait proposé en fait des heures supplémentaires aux professeurs pour pouvoir justement faire ces heures de soutien, ce que d'ailleurs propose à nouveau Valérie Pécresse sous un autre nouvelle formule, en fait, de prendre des enseignants retraités, qui d'ailleurs souvent, bien évidemment, ne se sentent absolument pas... Voilà, en fait, avec le système du cumul emploi-retraite. À 65 ans, quand vous prenez votre retraite, vous avez envie de continuer à être utile. Et je pense qu'en effet, il y a sûrement une réserve considérable d'anciens professeurs. Ça fera plaisir peut-être à Monsieur Poisson avec des vieilles méthodes d'apprentissage. Ils sont bénévoles ? Bien sûr, non, ils seraient payés. Donc, et qui permettrait en fait à faire ces heures de soutien. Pourquoi est-ce que je pense qu'on a tous au fond quand même objectivement ce même objectif, mais le problème c'est qu'on appuyait toujours que sur les zones d'éducation prioritaire. Je vous dis, on laisse tous les autres. Et je pense aussi à toutes les zones rurales. Et donc, le problème, c'est que c'est un vase communicant. On a de moins en moins de professeurs, vous le savez. Pourquoi ? Parce que la carrière n'est pas valorisée. Ils sont très mal payés. C'est compliqué de revaloriser parce qu'ils sont tellement nombreux que valoriser simplement en monnaie sonnante et trébuchante, ça n'est pas évident. Mais il faut les amener à être peut-être plus présents dans l'établissement, être aidés justement peut-être par ces retraités enseignants qui peuvent les aider. Et on est tous d'accord pour essayer de faire le moins de décrocheurs possible à l'entrée de la 6e. Et par contre, de ne plus les laisser partir et être livrés à eux-mêmes en collège où c'est beaucoup plus compliqué sans qu'ils aient ces fondamentaux. Donc en effet là-dessus, je pense qu'on peut tous se ajouter quelque chose dans le débat politique qui va vous opposer chacun. Je sais bien que vous êtes ici pas encore en lieutenant d'Emmanuel Macron, mais quand même il me semble que du point de vue de l'exécutif, c'est un peu restreint depuis 5 ans on entend les zones prioritaires, le dédoublement des classes. Il y aura certainement en autre argument. Mais si vous voulez je vous fasse la liste du bilan, il est beaucoup plus vaste que ça. En fait, je vais vous faire les deux éléments. Il y aura aussi, mais on est le seul pays à avoir laissé l'école ouverte dans la crise sanitaire, regardez, etc. C'est une réalité concrète et en plus immédiate. Mais il me semble quand même que c'est un peu court. C'est-à-dire que on entend, en tant que spectateur, avant d'être journaliste, on entend le gouvernement uniquement nous parler de ce dédoublement des classes de CP et CE1 en zone prioritaire. Mais et ensuite, et le reste. Il y a le reste, mais il y a le reste, bien évidemment, notamment la limitation du nombre d'élèves à 24 hors éducation prioritaire, par exemple. Mais bien sûr, mais sur le reste du territoire, et c'est en train de se déployer. Ensuite, pardon, quand j'entends dire la mobilisation d'une réserve citoyenne de professeurs retraités, vous savez que c'est déjà le cas. Je crois comprendre en fait que Valérie Pécresse réchauffe les plats, que ce soit ceux de Nicolas Sarkozy ou ceux de Jean-Michel Blanquer. Elle veut faire du soutien aux devoirs. Elle veut faire du soutien aux devoirs. Mais vous savez, il existe un dispositif depuis 2017 qui s'appelle Devoir fait. Je vais vous donner beaucoup d'exemples comme ça. J'entendais ce matin un syndicat d'enseignants qui disait les contractuels, on ne les voit pas et on n'arrive pas à les recruter. Donc les 3300 qui ont été promis il y a 15 jours, en fait, ils ne sont pas encore là. Où on en est ? Un mot de réponse. Alors l'estimation, là, notamment, est spécifique
spécifiquement pendant ce mois de janvier où ça frappe fort dans les écoles, même si je précise quand même au passage qu'il y a 97% des professeurs qui sont devant les élèves chaque jour, 97%, et qu'il y a 96% des classes qui sont ouvertes. Et d'ailleurs, on peut rendre hommage aux professeurs pour le travail qu'ils font depuis 2 ans. Et je rends évidemment hommage aux professeurs parce que, oui, bien sûr, la ligne du gouvernement, c'est l'école ouverte, mais nous n'y arrivons que parce que les professeurs sont là, extrêmement responsables, très mobilisés et très engagés. En tout cas, l'estimation qui est faite de professeurs absents, là, pendant la crise sanitaire, elle est d'environ 10%, et les effectifs sont là pour remplacer les 10%, que ce soit des contractuels, des vacataires ou encore des retraités auxquels nous faisons appel et qui, bien sûr, puisque la question a été posée, je le confirme, sont rémunérés. Donc ça, puisque vous vouliez une réponse précise, la voilà. Et enfin, sur les fondamentaux, parce que j'entends les uns et les autres parler des fondamentaux, je rappelle l'objectif quand même du dédoublement des classes. C'est bien ça. Le dédoublement des classes, c'est l'acquisition solide des fondamentaux, lire, écrire, compter et respecter autrui. Et pas que en éducation prioritaire, mais je pense, je pourrais en parler pendant des heures. Le bilan de Jean-Michel Blanquer est suffisamment conséquent, mais je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Sur le bilan de Jean-Michel Blanquer, on pourrait y consacrer... oui, mais je voudrais qu'on se projette aussi. Moi, je voudrais qu'on parle des propositions d'Anne Hidalgo, comme doubler le salaire des professeurs, peut-être. Vous n'avez certainement pas bien écouté, y compris son interview de ce matin. Moi, je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, et notamment du côté de chez Madame Pécresse, on parle de brigade, de remplacement, etc. Je rappellerai quand même que lorsqu'elle était ministre de M. Sarkozy, sur la question de l'éducation, il y a quand même eu 80 000 postes de supprimés dans l'éducation nationale et la formation des enseignants. Donc, je suis heureux aujourd'hui de constater que l'éducation revient au premier plan. Sur la question de l'éducation prioritaire, je regrette, et nous regrettons par exemple, le déficit total de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans en école maternelle, qui constitue un formidable levier. Non, formidable. Non, je parle bien. Je vous parle je viens d'un département que vous connaissez sans doute, qui est le département de la Seine-Saint-Denis. Absolument. J'y étais même cet après-midi. Le département de la Seine-Saint-Denis, il n'y a quasiment plus d'enfants de moins de 3 ans qui sont scolarisés. C'est une proposition essentielle dans la lutte contre les inégalités. Et sur la question de l'éducation prioritaire, d'ailleurs, on attend toujours la réforme de l'éducation prioritaire, puisque vous arrivez en bout de quinquennat et que mais je peux vous en parler. Et qu'il n'y a rien eu de fait pendant ces 5 ans. Si. La chose que vous avez faite, c'est que vous avez intégré dans le financement de l'éducation prioritaire des établissements privés qui ne remplissent pas les mêmes obligations que les établissements publics. Il y a une expérimentation en cours. Monsieur Trigance, j'ai conduit cette expérimentation. Le budget de l'éducation prioritaire, c'est 2,2 milliards. Le budget de l'expérimentation... Je ne vous coupe jamais. Non, mais vous avez le droit de mentir autant que vous voulez, mais les faits sont têtus, monsieur Trigance. Restons dans les débats. Aujourd'hui, sur la question de l'éducation prioritaire, le bilan de monsieur Macron est un bilan qui est vous a entendu inexistant. Un mot de réponse. C'est la réalité. Sur les réformes, enfin sur les propositions pour être plus précis. Un mot de réponse là-dessus. Sur les propos mensongers de monsieur Trigance, évidemment que non. L'expérimentation qui est faite, justement, qui vise à donner de nouveaux moyens, Madame Darcos, puisque vous dites qu'il n'y a que l'éducation prioritaire, à de nouveaux élèves et à de nouveaux territoires, parce que j'ai à cœur, bien sûr, de répondre à tous les élèves, où qu'ils soient sur le territoire, et je suis très sensible aux zones rurales dont vous parliez précédemment. Eh bien, cette expérimentation est financée sur un budget propre. Ça veut dire que le budget de l'éducation prioritaire n'a aucunement été entravé. En revanche, je veux bien que l'on revienne effectivement sur la proposition de Madame Hidalgo qui, dans un premier temps, nous propose de doubler le salaire des professeurs. Alors, on a fait l'estimation de la mesure. Hein. On l'estime à environ 30 milliards par an. Sur un quinquennat, ça fait 150 milliards. Ça, c'est nous, au niveau de la majorité présidentielle. Yannick Jadot a regardé la proposition. Il l'estime, lui, à 40 milliards. Jean-Luc Mélenchon l'estime à 60 milliards. Donc c'est totalement démagogique. Voilà. Alors, donc moi, je veux bien qu'on discute effectivement de la rémunération des professeurs parce que nous avons mis en place un Grenelle de l'éducation et j'affirme aujourd'hui que les professeurs qui entrent dans le métier gagnent déjà 186 € net. Et vous avez gelé les accords de Najat Vallaud-Belkacem, vous les avez gelés, Jean-Michel Blanquer les a gelés quand il est arrivé. Vous n'avez pas augmenté sur la rémunération des enseignants. Vous n'avez pas augmenté les points d'indice. Répondez-moi sur la rémunération des enseignants. Vous avez gelé, la question vous dérange ? Vous avez
avez gelé ou pas les accords de Najat Vallaud-Belkacem, ce qu'on appelle entre guillemets les PPCR. Toutes les organisations syndicales les avaient validés et la première chose que M. Blanquer a faite quand il est arrivé, il les a supprimés, comme il a supprimé le bourse de maître de classe. Merci d'avancer. Alors la proposition des salaires, oui, bien sûr, mais sur la proposition des salaires. Est-ce que cette proposition tient toujours? Mais bien sûr, mais évidemment, Anne Hidalgo l'a rappelé encore ce matin. Aujourd'hui, la réalité des choses, c'est que les enseignants en France, et c'est une réalité, un professeur aujourd'hui, en Allemagne ou en pays nordiques, gagne 2 fois plus qu'un enseignant. Et donc Anne Hidalgo propose, alors qu'aujourd'hui, vous avez 70% des professeurs des écoles et 50% des certifiés qui gagnent moins de 2 500 € net. Et quand je dis cela, c'est primes et heures sup comprises. Donc la proposition qui est faite par Anne Hidalgo et qui est budgétée, c'est alors que la situation d'aujourd'hui, un enseignant commence à 1 700 €, il finit à 2 500 €. Non, il est déjà plus à 1 700, il est à 1 869. Je vous ai pas coupé une fois de plus. C'est quand même, pour quelqu'un du gouvernement, c'est un peu particulier quand même. Et donc, la proposition, c'est précisément de démarrer à 2 300 € et non plus sur la durée du quinquennat. Et voilà, absolument. Et d'ailleurs, j'observe, il y a une enquête très intéressante qui est sortie aujourd'hui, qui est dans un grand quotidien du soir, quand même. 7% des profs de collège estiment que leur profession n'est pas reconnue. Et vous avez 92% des enseignants qui considèrent qu'ils ne sont pas ou peu reconnus par les politiques et 94% par l'opinion publique. Ça signifie aujourd'hui que la question de la revalorisation s'inscrit dans une relégitimation du corps enseignant dans notre société. Je vais donner moi aussi quelques chiffres. Le taux de satisfaction des enseignants, c'est une enquête CSA qui a été menée pour le Sénat. 25% s'estiment reconnus dans leurs efforts, 22% seulement s'estiment satisfaits de leur rémunération. Et puis il y a un autre indicateur qui est très important, c'est la hausse des démissions chez les enseignants, plus 40% en 5 ans dans le premier degré. Jean-Frédéric Poisson, on ne vous a pas entendu depuis un moment. Je reviens vers vous parce que avec Éric Zemmour, vous voulez changer le système de rémunération des enseignants, notamment avec des primes au mérite, c'est ça? Oui, il n'y a pas de raison que les enseignants soient presque une des catégories, c'est pas tout à fait les seuls, mais on va prendre les choses à l'envers. Les enseignants ne sont pas éligibles à ce genre de gratification, alors que beaucoup de fonctionnaires, qu'ils soient d'État, des collectivités locales ou de la santé publique, peuvent avoir accès à des rémunérations sous forme de gratification. Ça fait partie des dispositifs que le futur gouvernement doit pouvoir discuter avec les syndicats pour savoir comment tout ça peut se mettre en place. Et je pense effectivement que la revalorisation des salaires, mais je crois qu'il y a un accord assez général sur ce point, doit être opéré. Mais j'observe qu'il y a dans le mal-être de beaucoup d'enseignants, évidemment, les conditions de rémunération qui sont en cause, mais également leurs conditions de travail. Je veux dire par là, et je rejoins tout à fait ce que disait mon collègue Trigance tout à l'heure, on n'enseigne pas, et moi j'ai été enseignant, comme d'ailleurs un certain nombre d'entre vous sur le plateau. Je sais bien qu'on n'enseigne pas dans une classe de 40 comme on enseigne dans une classe de 15 et que tout ça doit s'apprendre. Donc l'accompagnement, la formation est quelque chose qui doit être aussi évidemment parfaitement organisé. Et de la même façon, on n'enseigne pas non plus dans une classe dont le niveau est homogène versus une classe dans laquelle le niveau ne l'est pas. Et plus il y a de disparité entre la capacité des élèves à recevoir un savoir dans une même salle de classe, et plus l'enseignement est difficile. Et donc il faut faire attention à ce que cette homogénéisation des niveaux, il ne faut pas avoir peur d'affirmer que tous les enfants n'ont pas au même moment la même capacité d'apprendre des savoirs fondamentaux, au même rythme, à la même vitesse, dans le même ordre. Alors, vous faites comment pour homogénéiser ces classes? Comment faites-vous pour homogénéiser et qui vous laissez sur le bord du chemin, d'une certaine façon? Mais personne n'est sur le bord du chemin, monsieur. Mais moi, quand j'étais au collège, je me souviens que il y avait des classes de niveau en 6e et jusqu'en 3e, par exemple. Et que, alors c'est difficile à faire dans une école primaire, c'est évident, surtout dans des villages ruraux où il y a souvent d'ailleurs plusieurs classes, plusieurs niveaux dans une même salle de classe. Mais à partir du collège, le fait de rétablir les classes de niveau nous paraît une forme d'évidence. Là encore, ça participerait à une amélioration des conditions d'enseignement pour beaucoup d'enseignants, en particulier des professeurs de collège. Puis je voudrais dire simplement, à titre d'incidente, à Mme Elimas que quand on a dépensé plus de 500 milliards dont on n'avait pas le premier centime pendant un quinquennat, on ne devrait pas être à 30 milliards près. Vous voulez répondre?
Bon, les provocations d'Éric Zemmour ou des représentants d'Éric Zemmour, non, franchement, moi, je vais revenir plutôt sur la revalorisation, puisque je crois que c'est un point qui est partagé par l'ensemble des intervenants aujourd'hui. J'ai trouvé ce chiffre, pardon de vous interrompre, oui. Les profs ont subi un déclassement en 40 ans. En 1980, le salaire d'entrée d'un prof au collège, c'était 2,2 fois le SMIC. Aujourd'hui, c'est 1,2 fois le SMIC. 1,2. Oui. Donc on est vraiment... voilà, si vous faites un bilan en termes de rémunération des profs... Alors je veux bien faire un bilan, mais dans ce cas-là, il faut le faire dans le temps, parce que ce que vous me dites là, ça ne date pas de 2017, on est bien d'accord. Voilà, donc il y a une évolution dans le mauvais sens, et c'est évidemment ce que l'on est en train d'inverser, je l'ai dit, à travers le Grenelle de l'éducation, en revalorisant notamment dans l'entrée dans la carrière. Donc on n'est plus à 1700 désormais, mais les professeurs qui démarrent sont aujourd'hui à 1869 €. C'est déjà une progression. Et l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est de faire démarrer ces professeurs à 2000 €. Donc ça se fera, je l'espère, en tout cas dans le prochain quinquennat. Il y a un autre point qui a été abordé par tous les intervenants, c'est celui de l'autonomie des établissements. C'est notamment un point... Alors non, pardon, je vous interromps parce que je voudrais entendre Laure Darcos. Pardon, je vous redonnerai la parole évidemment. Laure Darcos sur la question de la rémunération. Qu'est-ce que vous proposez ? On voudrait pouvoir revaloriser au moins de 10% en effet les salaires, ça paraît peu, mais pour répondre aussi un peu aux attaques sur l'époque de Nicolas Sarkozy, on était dans les fameux RGPP qui ont été une schlag pour beaucoup de ministres, où il fallait en effet ne pas reconduire un fonctionnaire sur deux parti à la retraite. Et en fait, on a fait surtout essayer entre guillemets, de ne pas renouveler des administratifs. Et je pense qu'on a encore la possibilité de continuer à avoir moins de personnel administratif, comme c'est le cas aussi à l'hôpital ou dans d'autres secteurs, et par contre, du coup, permettre de mieux valoriser les professeurs. Et moi, je reviens, et c'est aussi, ça va être comme ça la suite, honnêtement, les professeurs ont besoin d'être soutenus par leur hiérarchie, mais surtout, il y a tous les jours, moi, des professeurs qui me disent, pour ma mobilité, j'ai l'impression de parler à un mur, à parler à quelque chose de une technostructure tellement lourde, que j'aimerais pouvoir parler à mon directeur d'établissement, voire à mon directeur académique. Moi, j'ai un directeur académique, je ne voudrais échanger contre personne, qui est absolument formidable, et qui est lui-même très conscient de tout ça. On le dit là, avec la période Covid, j'ai des vacataires qui sont prêts à pouvoir reprendre du service et qui n'ont pas la possibilité pour le moment, parce qu'on n'a pas appuyé sur le bon bouton, la centrale n'a pas renvoyé la possibilité d'avoir tel ou tel poste. C'est très compliqué. Et en fait, ça déshumanise complètement les relations entre les professeurs. Alors, c'est plus une rémunération, une revalorisation simplement financière, mais dans leur vie de tous les jours et dans leur travail et leur évolution, ils ont besoin d'avoir des acteurs locaux, régionaux, départementaux et locaux qui puissent les aider en fait à pouvoir être évolués. D'Anne Hidalgo, comment vous l'évaluez? Est-ce que vous non, mais moi c'est pareil. Oui, je pense que c'est malheureusement c'est un monde idéal, bien évidemment, et c'est vrai que ces chiffres sont épouvantable, parce que au départ l'enseignant était bien évidemment une des personnes les plus importantes dans un village. C'était un notable, vraiment. Enfin, c'était quelqu'un qui avait au-delà du savoir, qui avait en effet réussi. On voit bien aujourd'hui que les recrutements sont compliqué. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, au-delà de la valorisation des enseignants actuels, c'est ce qui va se passer demain si en effet on n'arrive pas à trouver un moyen de revaloriser ces métiers. Et je pense que la violence notamment et le manque de respect vis-à-vis des professeurs, des familles et du contexte actuel fait qu'ils n'ont pas envie non plus de venir dans les classes et qu'ils changent de métier rapidement parce qu'ils ont eu un peu un idéal en faisant leurs études. La salaire est la réponse principale en général. Est-ce que c'est le frein principal? Je pense que c'est quand même une partie le frein, mais vous avez aussi quand même une qualité entre guillemets de rythme de vie qui est approprié d'ailleurs plus, c'est pour ça que c'est très féminisé aux femmes, parce que vous avez aussi une période des vacances scolaires et c'est quand même plus facile pour avoir une vie de famille, mais même si vous avez quand même des cours à préparer, il faut jamais l'oublier, mais honnêtement c'est absolument irréaliste. En tout cas, juste un mot de réponse très rapide, c'est très intéressant vos remarques sur le caractère irréaliste. D'abord, un, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut les revaloriser, et deux,
Nous avons fait nos preuves. Parce que je vous rappelle qu'en 2012, j'entendais la même chose. Lorsque nous avions proposé la création de 60 000 postes dans l'éducation nationale, tout le monde nous disait ça n'est pas possible. Est-ce que ça changeait la réalité, c'est que nous avons créé ces 60 000 postes. Donc j'entends aujourd'hui que tout le monde veut les revaloriser, mais que lorsqu'il y a une proposition qui est faite de revalorisation, on nous dit c'est impossible. Eh bien, ça sera possible. Non, mais c'est pas ça. Qu'est-ce que ça a changé dans l'éducation? Je reviendrai sur l'attractivité parce que vous avez raison. Ça n'est pas que la question du salaire. Vous avez tout à fait raison. Et on va passer à un autre thème parce qu'il faut étudier quelques propositions des différents candidats. Et je voudrais qu'on revienne sur une proposition d'Éric Zemmour. Il y a des primo-mérites pour les enseignants, on l'a dit, la fin de l'apprentissage des langues étrangères à l'école primaire et ce retour de la blouse. On écoute Éric Zemmour. Éric Zemmour, tout de suite. C'est un symbole. C'est un symbole de quoi? Deux choses. Un, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'école est un sanctuaire. Donc on oublie la mode, etc. Et deux, on supprime les différences sociales. Je trouve ça assez beau, moi, derrière la blouse, ou même l'uniforme, vous avez raison. C'est la même logique, en vérité. C'est les enfants sont tous les mêmes, sont tous égaux. Ils sont là pour apprendre, pour... vous savez, Hannah Arendt a une très belle formule, elle dit que chaque génération d'enfants est une génération de barbares qu'il faut civiliser. Et nous avons oublié depuis 30 ans, depuis 40 ans, de les civiliser. Nous devons les reciviliser. Monsieur Poisson, Jean-Frédéric Poisson, la blouse, on se dit, c'est au mieux nostalgique, au pire réactionnaire. Comment vous analysez cette proposition? Ni nostalgique, ni réactionnaire. Dans tous les environnements dans lesquels il y a des enjeux à la fois d'apprentissage collectif, de cohésion, de respect mutuel, dans beaucoup de ces environnements, il y a la pratique d'une forme de vêture unique qui prend différentes formes. À l'armée, c'est l'uniforme. Dans certaines entreprises, ça passe par quelque chose qui relève de vêtements qui sont identiques ou similaires. L'affirmation du principe d'égalité par ce symbole qui est vestimentaire, qui ne compte pas pour rien, en faisant que les élèves portent une blouse. D'abord, ça protège leurs vêtements, premièrement. C'était en tout cas ce que nous avons connu quand nous étions petits, nous, à l'école. Et deuxièmement, comme le disait très bien Éric Zemmour à l'instant, c'est une chose qui permet d'affirmer qu'effectivement, tous les élèves sont égaux devant l'enseignement qu'on leur donne, et de l'affirmer par un symbole qui est visible. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucune espèce ni de nostalgie, ni de en quoi d'ailleurs ce serait réactionnaire. Je ne comprends pas très bien l'adjectif. Il n'y a rien d'inégal là-dedans. Il n'y a rien d'un retour en arrière, si vous voyez ce que je veux dire. Retour en arrière, cher monsieur, nous apprenons la langue de nos ancêtres. Elle existe depuis au moins bien avant l'ordonnance de Villers-Cotterêts au XVIe siècle, et la langue officielle de la France depuis le XVIe siècle. Nous apprenons la langue de nos ancêtres, il n'y a pas de retour en arrière. C'est simplement le fait que c'est un des moyens de s'attaquer à quelques-unes des grosses difficultés que rencontre l'enseignement, aujourd'hui particulièrement l'enseignement primaire, c'est-à-dire cette difficulté que nous avons à traiter, des groupes d'enfants d'une manière qui soit à la fois respectueuse de ce qu'ils sont et qu'ils apprennent à se respecter entre eux. C'est aussi une manière d'apprendre le respect mutuel. Laure Darcos, la blouse. Oui, excusez-moi, monsieur Poisson, mais j'aurais pu être d'accord avec vous il y a quelque temps, mais là, on est en train de discuter la fin des propositions de loi sur le harcèlement et le cyberharcèlement scolaire. Je pense que blouse ou pas blouse, ça n'est pas possible qu'aujourd'hui il y ait des jeunes qui se suicident pour des harcèlements scolaires, et ça n'est pas du tout, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être habillé de manière uniforme ou pas. Je pense qu'aujourd'hui les fractures au sein de l'établissement entre élèves ou entre élèves et professeurs n'a plus rien à voir. Là où je suis peut-être plus, et j'étais assez fière que ça soit d'ailleurs des propositions qu'on avait fait nous au Sénat, qui est des drapeaux français, pas simplement dans tous les établissements, mais dans toutes les classes, pour qu'on se retrouve derrière le mot de nation, de ce que ça représente, de notre République. Comme en son temps, il y a eu la charte de la laïcité avec M. Payon. Ça, je reconnais tout à fait. Pour moi, l'uniforme, dans ce que ça a de devoir être... rassembleur par rapport à notre école de la République, oui. Mais aujourd'hui, franchement, parler de blouse alors qu'on a ces problèmes vraiment de violence scolaire, c'est quand même un peu décalé. On va clore ce débat avec un élément qui est peut-être la hantise de tous les ministres de l'Éducation et qui sera certainement regardé de très près par la future équipe gouvernementale. C'est le classement
PISA, ce classement PISA qui évalue les compétences des collégiens dans les pays de l'OCDE. J'appelle Laurent Mauriac à me rejoindre. Bonsoir Laurent, rédacteur en chef de Brief.me. Alors ces évaluations PISA, elles sont effectivement craintes par les responsables politiques. C'est quoi ? Oui, alors PISA, c'est organisé tous les 3 ans. Donc c'est une évaluation qui porte sur 3 domaines, la compréhension de l'écrit, les maths et les sciences. La prochaine aura lieu en mai prochain. 85 pays doivent y participer. Au total, 8000 élèves français seront mobilisés. L'évaluation dure 3h30. Ça se fait avec un ordinateur. Alors, en 2018, dernière édition en date, la France se situait une fois encore dans la moyenne des pays comparables, loin derrière le Canada, la Finlande ou l'Irlande, mais elle était assez proche de l'Allemagne. Alors, je ne sais pas si on peut voir les éléments d'infographie quand vous nous les présentez. Est-ce que c'est utile, PISA ? Oui, c'est utile parce que c'est un outil de mesure international qui permet de faire des comparaisons à intervalles réguliers, d'évaluer les progrès. Et dans son programme de 2017, d'ailleurs, Emmanuel Macron citait les dernières enquêtes PISA sur les inégalités pour nourrir son programme. Est-ce qu'il y a des limites, des critiques qu'on peut faire à cette étude ? Oui, alors plusieurs chercheurs jugent l'évaluation trop uniforme parce qu'elle porte sur 80 pays. Et donc ils estiment que c'est des pays trop différents pour pouvoir être comparés de cette manière. Une autre limite concerne le fait d'insister dans chaque commentaire sur la notion de rang ou de classement PISA, alors qu'en fait les écarts sont souvent faibles entre les pays. Mais il faut bien sûr prendre en compte ces limites. PISA incite tout de même les pays à se poser des questions sur leur système éducatif et sur son amélioration. Et au-delà des polémiques à chaud qui interviennent à l'annonce de chaque nouvelle édition, cette étude joue un rôle majeur dans le débat public. Et la prochaine, elle aura lieu en mai 2022, c'est ça ? Elle a été repoussée ? Elle a été repoussée d'1 an à cause du Covid, donc prochaine évaluation en mai 2022 et résultat plusieurs mois après. Merci beaucoup, merci Laurent Mauriac. Pardon de vous avoir un peu bousculé et merci de vous être adapté, le rédacteur en chef de Brief.me. Nathalie Elimas, on va juger aussi le bilan de ce quinquennat sur cette évaluation, d'après vous ? L'évaluation PISA à venir. La capacité de la France de remonter. Je voudrais juste qu'on regarde une infographie. Ça n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est un référentiel évidemment. On est 23e en lecture, on a perdu 8 places depuis 2000, 25e en maths, moins 14 places, 25e en culture scientifique, moins 12 places. Ces chiffres-là, c'est de quelle année ? C'est la dernière évaluation, 2018. 2018. Oui. Voilà. Donc on verra effectivement en 2022. On verra dans un an. Oui, si effectivement l'impact de tout ce que nous avons mis en place, de toutes les réformes, parce qu'on a parlé du dédoublement, mais on n'a pas parlé de la réforme du bac, de la réforme de la voie professionnelle. Voilà, et évidemment. Oui, on aurait pu parler du lycée longuement, des mathématiques en effet, parce qu'on a subi un certain nombre d'attaques ces derniers jours sur le niveau des mathématiques qui serait plus faible. Mais là encore, c'est totalement démagogique, bien sûr, puisqu'avec la réforme du bac, justement, on fait plus de maths et on fait mieux de maths. Et je vous affirme qu'il y a même plus de filles aujourd'hui qui sont engagées dans les mathématiques avec la réforme du bac. C'est le contraire, Madame Elimas. C'est le contraire, Madame Elimas. Regardez, la campagne va encore durer et on aura l'occasion d'y revenir. Et la filière maths. Ça ne sert à rien de continuer, c'est la fin de l'émission. Et c'est moi qui prends la main pour vous remercier les uns et les autres. Merci d'être sur moi parce que c'est la fin de l'émission et donc je voudrais remercier toutes les équipes de Public Sénat. Merci à tous d'avoir participé à ce débat et je vous donne rendez-vous lundi